Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, pour la première fois depuis sa création en 2002, un chef d'État s'est présenté devant les instances de la Cour pénale internationale. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été convoqué à La Haye ce mercredi. Le lancement d'une force armée destinée à combattre Boko Haram, c'est l'un des engagements pris à l'issue du sommet de la Commission du bassin du lac Tchad qui s'est achevé le 7 octobre à Niamey, au Niger. Et puis zoom sur l'initiative Givebox en fin d'édition. Elle permet aux acheteurs de fournitures scolaires de repartir avec un bonus, une aubaine pour de nombreuses familles en cette période de rentrée scolaire. La Cour pénale internationale a donné la date de comparution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il devra se présenter devant les juges le 4 novembre 2014, même si la date reste provisoire. Pour rappel, les 4 charges de crimes contre l'humanité ont été retenues contre l'ancien dirigeant ivoirien. Le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire a confirmé à la majorité les charges de meurtre, viol, autres actes inhumains et persécution, des faits qui se seraient déroulés au cours des violences post-électorales entre 2010 et 2011. Et c'est devant une foule de partisans et une salle comble que le président kényan Uhuru Kenyatta s'est présenté mercredi 8 octobre. La Cour pénale internationale y a reçu son premier président en exercice. Il est accusé d'avoir orchestré les massacres qui ont suivi l'élection présidentielle de décembre 2007. Les précisions de Marina Vanier. Premier chef d'État en exercice devant la Cour pénale internationale. Le président kényan Uhuru Kenyatta a répondu ce mercredi à la convocation de la CPI qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Il s'est présenté à titre personnel en nommant provisoirement son vice-président William Ruto, lui-même accusé par la Cour pour les mêmes faits, président en exercice durant son séjour à La Haye. Il s'agira de statuer sur un éventuel nouveau report de procès. La chambre du procureur reproche à Nairobi de ne pas coopérer en refusant notamment de lui transmettre des relevés bancaires ou téléphoniques. Nous avons de bonnes raisons de penser que les données téléphoniques sont encore disponibles et permettraient de révéler les liens, des liens de pertinence par rapport aux enquêtes et aux questions posées par l'accusation. Et il y a des dossiers qui sont disponibles pour le gouvernement du Kenya et qui révéleraient, communiqueraient ces numéros. L'accusation ne le sait pas. Mais si le gouvernement du Kenya était véritablement et sincèrement intéressé à faire des efforts pour respecter notre demande, elle trouverait ces dossiers, elle les communiquerait et elle s'assurerait que les sociétés téléphoniques mènent à bien des enquêtes appropriées. Le président kenyan est mis en cause pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Des troubles qui ont fait plus de 1330 morts et 600 000 déplacés. Pour ce qui est de la mise à disposition d'éléments de pièces ou de pièces à la Cour, on nous ignore sans cesse. On a donné 3 mois de relevé. On ne nous a absolument pas dit si oui ou non ils étayaient la thèse de l'accusation. Il a droit à un verdict d'innocence parce que cette affaire n'est pas fondée. Il n'y a pas d'enquête en cours. Car s'il y en avait, il y aurait un procès. Le procès aurait dû s'ouvrir en novembre 2013, mais il a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la rétractation de plusieurs témoins importants. Une série de défections a commencé à la suite de la publication de leur nom en 2010 et qui s'est généralisée après la victoire de Kenyatta à l'élection présidentielle de mars 2013. Selon certains analystes politiques, faute de témoins, le dossier d'accusation contre le président kenyan semble aujourd'hui faible. À l'est du continent, le président rwandais Paul Kagame est arrivé à Kampala, capitale de l'Ouganda, pour une visite de 3 jours. Il participera au 7e sommet du corridor ainsi qu'aux célébrations de l'indépendance. Mardi 7 octobre, le président Paul Kagame et son hôte Yoweri Museveni se sont rendus à l'Ouganda Rwanda Business Forum. 300 sociétés du secteur de l'artisanat, de l'éducation et de la finance étaient représentées. Le sommet régional pour lutter contre Boko Haram s'est achevé mardi à Niamey, capitale du Niger. Une rencontre au cours de laquelle le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria ont décidé de mutualiser leurs efforts pour lutter contre le mouvement terroriste. La secte a déjà fait plus de 2500 victimes depuis le début de l'année 2014. Paul Dessingoui. Une force armée pour combattre une autre, mais terroriste celle-ci.
À l'issue d'un sommet régional sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied une force régionale. Dotée de 700 soldats venus du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, cette force régionale aura pour mission première de combattre le groupe armé Boko Haram. Il y a donc là une volonté absolument importante, non simplement de régionaliser le conflit, mais d'en prendre la mesure et de mettre les moyens les plus adaptés pour éventuellement arriver à bout de Boko Haram. Opérationnelle dès le 20 novembre 2014, la force régionale de lutte contre Boko Haram fait partie de la stratégie de lutte commune élaborée par les pays du bassin du lac Tchad. À peine créée, certains spécialistes s'interrogent sur la mise en place rapide de cette force régionale, ses moyens logistiques et sa capacité à vaincre Boko Haram, un groupe terroriste certes, mais lourdement armé. Boko Haram est en relation avec certaines milices, d'une certaine manière djihadistes, qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Donc 700 hommes, c'est ici un effet d'annonce absolument intéressant, mais 700 hommes, ça demeure relativement insuffisant. Il faut que les États, en fait, montent rapidement en gamme, envoient des signaux relativement clairs et très précis, à la fois sur le nombre d'hommes qui doit augmenter, sur les matériels et sur tous les mécanismes de surveillance pour que Boko Haram sache en effet que l'adversaire est de taille et que l'adversaire est régional. Sinon, si ce n'est pas le cas, la régionalisation de la force risque effectivement ici d'être de très peu d'efficacité. En 5 ans, la secte islamique Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Selon certains observateurs, pour lutter efficacement contre Boko Haram, la communauté internationale et l'Afrique du Nord devraient participer à cette coalition. Le Kenya poursuit sa politique de modernisation dans le secteur électrique. La compagnie nationale d'électricité du Kenya, KenGen, a fait part de sa volonté de s'associer avec des investisseurs privés. Objectif, construire des centrales électriques opérationnelles en 2016. Aminata Jack. Le Kenya compte se doter de centrales électriques géothermiques. La compagnie nationale d'électricité du pays a annoncé sa volonté de s'associer avec des investisseurs privés en vue de construire ces équipements qui entreraient en service d'ici 2016. Nous avons aussi pour ambition de créer des sociétés communes pour quelques-uns des projets qui nécessitent une collaboration avec des entreprises privées qui peuvent nous aider dans la mobilisation de fonds. C'est en injectant des capitaux importants que nous arriverons à réaliser ces projets. La société veut également augmenter sa capacité de production qui passerait de 1664 MW aujourd'hui à 5000 MW d'ici 2017, une initiative qui permettra de lutter contre les pénuries d'électricité et réduire la taxe sur le carburant qui s'ajoute au tarif de l'électricité en fonction de la quantité de diesel utilisée. So what we expect to see in the coming month, particularly now that a third unit is already. Ce à quoi nous nous attendons dans les mois à venir, surtout avec la mise en place d'une 3e unité, c'est une réduction supplémentaire et je ne serais pas surpris que d'ici le mois prochain, nous allions au-delà de 4 shillings le kilowattheure. So that's the kind of effect we are seeing on the tariff as we bring in the geothermal units. Le Kenya veut réduire de moitié les factures d'électricité dans les 3 ou 4 prochaines années par rapport aux valeurs actuelles comprises entre 0,17 et 0,18 $ le kilowattheure. En attendant d'ici la fin de l'année, la compagnie d'électricité souhaite installer 305 MW géothermiques qui, selon les entreprises, rendra l'industrie plus compétitive. La rentrée scolaire a déjà commencé au Congo, mais elle n'est pas synonyme de fourniture. Pour autant, nombreux sont les parents qui attendent le dernier moment pour faire leurs courses. Et cette année, pour lutter contre la hausse des prix de centaines d'articles, l'initiative Givebox a été lancée. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, nous en dit plus. Depuis le 6 octobre dernier, les élèves congolais ont repris avec le chemin de l'école. Dans la plupart des marchés de la capitale congolaise, comme c'est le cas ici à Mongali, élèves et parents d'élèves complètent les fournitures scolaires. Cette année, la qualité des articles est jugée de bonne qualité par les acheteurs, mais les prix sont diversement appréciés. Ça va, les prix sont bien, pour les cahiers surtout.
et les livres sont plus chers. Tout devient cher. C'est difficile pour nous les parents. On ne peut pas. Par rapport à l'année dernière, le prix d'un livre est passé de 500 à 2000 francs CFA. Une surprise pour les acheteurs. Pour les vendeurs, la raison est simple. Les programmes ne sont pas les mêmes chaque année, d'où l'arrivée à chaque rentrée d'autres livres. Problème, les fournisseurs se font rares et les livres aussi. Nous avons toujours rupture des livres. Voilà pourquoi il y a des gens qui importent des livres ici. On voit bien des Congolais n'importent pas des livres. Ce n'est que des étrangers. Nous vendons par rapport au prix que nous achetons. Parce que nous sommes des commerçants. Un commerçant, quand il achète quelque chose, il faut qu'il puisse avoir aussi les bénéfices. Résultat, les acheteurs subissent la loi du marché. Pour pallier tant soit peu à ces difficultés, Madame Léo Kadi-Bovi a lancé un projet à caractère social. Dénommé Givebox, il permet à chaque acheteur de repartir avec un bonus de fourniture scolaire. Nous sommes à Talangaï, plus au nord de Brazzaville. En 30 minutes, plus de 10 parents d'élèves se sont présentés au comptoir. J'ai acheté 3 mètres de tenue. J'ai eu un bonus de cahiers. J'ai eu des cahiers, 3 cahiers avec des stylos, y compris les règles. On m'a donné 2 bonus de cahiers de 298 pages. Une règle plus des stylos. Mais dans une ville de plus d'1 million d'habitants, cette initiative sociale est loin de toucher et satisfaire tout le monde. Comme l'année dernière, le Congo a décrété 2014 comme l'année de l'éducation, une priorité qui commence par l'acquisition des manuels et kits scolaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.